Michel Koko Vitogbe Tomega à la console technique, Jero Gakucha qui prend déjà les sons et les images pour vous les mettre à disposition à partir de 12h30. Ici au studio Thierry Afanoukoé, Marc Aboflan et un autre invité déjà installé. Nous attendons éventuellement un troisième confrère. C'est dire que le décor du Club La Presse est planté en cette journée du vendredi 11 octobre 2019. Maka Bofran, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les fidèles du Club de la Presse. Vous voudrez d'abord souhaiter une bonne assemblée générale élective de l'UJIT, l'Union des journalistes indépendants du Togo, qui tient son assemblée générale aujourd'hui même. Patricia Adjisekou, arrivée au terme de son deuxième et dernier mandat non renouvelable, s'il vous plaît, le JIT va devoir se choisir un nouveau secrétaire ou bien une nouvelle secrétaire générale aujourd'hui. Oui, bien évidemment, vous savez que je suis secrétaire général du Conseil national des patrons de presse et que notre principal partenaire sur un certain nombre d'activités concernant les médias, c'est l'Union des journalistes indépendants du Togo. Et donc, nous souhaitons une très bonne assemblée générale à tous les journalistes et nous espérons qu'au sortir, ils mettront à leur tête, en tout cas en tant que secrétaire général, une nouvelle personnalité qui aura la trempe de Patricia Adjisekou, en tout cas qui pourra mener à bien les projets communs qu'on porte aujourd'hui avec l'UJIT. Merci Thierry Afanoukoé. Bonjour. Bonjour Sass et bonjour à toutes et à tous. Eh bien, vous allez souhaiter joyeux anniversaire de naissance à la maman d'une consoeur journaliste. C'est Madame Aïssata Koulibaly, épouse d'Akiché, la maman de notre sœur, de notre consoeur Simoni, des dégâts d'Akiché. Eh bien, c'est l'anniversaire de naissance de cette dame, Aïssata Koulibaly, née malienne, mais tellement amoureuse d'un Togolais qu'elle est venue chez nous ici. Elle vit chez nous, elle nous a donné de très beaux enfants. Ah oui, maman Simone, joyeux anniversaire à vous, plein de bonheur, plus de santé, et nous profitons également de l'occasion pour passer un coucou à notre consoeur Simone que j'ai eu à connaître à Métropolis. On a fait ensemble. C'est l'une des consoeurs qui se bat pour l'épanouissement des journalistes professionnels. Elle est professionnelle, donc joyeux anniversaire à vous maman. Et je fais un saut pour souhaiter également une bonne AG pour l'UJIT. Je crois que les travaux ont déjà commencé. Nous espérons vivement que celle ou celui qui sera porté à la tête de l'UJIT va imprimer une nouvelle dynamique à cette union des journalistes indépendants du Togo pour le bonheur des journalistes. Merci, je l'annonçais, il nous a rejoint Jean Legrand Polorini, bonjour. Bonjour Sass et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Eh bien, vous allez remercier pour notre compte un ami, Eric Kalipé. Il est le directeur de X Graphique qui fait tous travaux d'imprimerie. Notre Eric Kalipé nous a tout simplement apporté de l'eau cette semaine pour étancher notre soif, également pour lubrifier nos cordes vocales à la fin de l'émission. Voilà comment un imprimeur se convertit en donneur d'eau. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Je crois que la personne doit recevoir tous les remerciements qui lui sont dus, parce que l'eau c'est la vie et c'est la preuve que notre émission est suivie un peu partout et elle a de l'intérêt pour beaucoup de gens. Si quelqu'un s'est dit je vais offrir de l'eau à tous ceux qui débattent pour qu'ils puissent étancher leur soif après, c'est qu'ils trouvent important ça ce que nous faisons ici. Merci beaucoup Eric Kalipé, merci encore une fois, mais je vous informe que nous avons déjà beaucoup entamé votre cargaison d'eau, pensez à la prochaine. Eh bien si Eric Kalipé nous a offert de l'eau pour la troisième mi-temps, un ami ici au studio, il nous offre du solide Made in Togo. Quand nous aurons fini l'émission, lui c'est Daniel Agblevon, bonjour. Bonjour. Le micro. Bonjour monsieur Sass. Eh bien Daniel Agblevon, c'est qui, c'est quoi? Moi, c'est Agblevon, comme l'a vu Daniel. Je suis agent de développement, entrepreneur agricole. Je suis avec un projet, les 1500 hectares d'orangers d'ici 2030.
dont la phase pilote a été lancée depuis mars, qui est 200 hectares d'ici 5 ans. Et puis actuellement, nous avons un autre projet qui a pris la barque, ça fait déjà 2 mois, une boulangerie ultra moderne, mais qui s'occupe de la promotion des pains friands et croissants à base de la farine de manioc, d'igname, de soja, des céréales en général. Voilà Daniel Komlanvi Agblevon, jeune entrepreneur agricole, c'est à ce titre que nous l'avons invité, mais aussi enseignant, il enseigne dans des écoles supérieures, mais c'est l'entrepreneur agricole que nous avons invité dans ce studio. Cela nous introduit à la pensée du jour. C'est l'acteur américain Will Smith qui a écrit que votre vie ne deviendra meilleure qu'en rendant celle des autres meilleure. Votre vie ne deviendra meilleure qu'en rendant celle des autres meilleure. Marc Aboflan, Thierry Afankoué, Jean Le Grand Polorini et Daniel, vous avez compris le message de Will Smith. Oui. Eh bien, travaillons chaque jour à améliorer la vie des autres et la nôtre s'améliorera en conséquence. Eh bien, une production agricole en plus grande quantité, de meilleure qualité et à plus grande value, yes, we can. L'espoir est permis ici au Togo et l'actualité togolaise cette semaine porte sur les potentialités, les défis de notre agriculture. Commençons avec le confrère Togo Réveil qui nous rappelle le lancement il y a une semaine par le ministre Noël Koutera Bataka de l'agriculture de l'opération Téléfood 2019 ici au Togo. C'est dans la perspective de la faim zéro ici au Togo. Nous avons eu l'honneur de recevoir le ministre à notre studio le mardi dernier. Eh bien, Togo Réveil écrit que Téléfood 2019 mobilise des ressources pour l'émergence de l'entrepreneuriat dans le secteur agricole dans notre pays. Et cette opération Téléfood va nécessiter au bas mot 800 millions de francs CFA que le ministre Koutera Bataka et tout son ministère veulent solliciter de la part de nous autres Togolais, personnes physiques ou morales, entreprises ou simples individus. Et cette même semaine a vu s'ouvrir le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé. Justement, Daniel Agblevon, vous êtes exposant au Cialo. Oui, nous sommes dans le stand 4 Togo financé par FAEJ. Nous avons exposé là-bas actuellement les soja, les farines de soja, de manioc, tout ce qu'on fait à 4 Togo en Otien. Donc c'est l'occasion de remercier M. René Théou qui se bat très fort pour la promotion des produits locaux également. Donc à côté, comme nous prenons les farines et autres là chez M. Téné et René, nous avons travaillé ces farines-là dans notre boulangerie pour avoir des croissants, des friands, des pains à base d'igname et de manioc que nous avons exposés. Donc, au Cialo, vous, Daniel Agblevon, votre structure, vous exposez des pains que vous avez fabriqués à base de soja, de manioc et d'igname, produits ici au Togo. Oui, produits ici au Togo. Que vous nous avez apportés. Oui. Et que nous allons déguster à la fin de l'émission. Troisième mi-temps. Alors, par quel processus arrivez-vous à transformer notre soja, notre manioc et notre igname en pain, en soja et autres produits dérivés? C'est la farine que nous utilisons. Le 100% blé aujourd'hui, on doit essayer de l'éviter parce que le gluten n'est pas bon pour la santé de beaucoup de personnes. C'est ce qui a fait que la boulangerie que j'ai héritée de ma maman fut boulangère pendant presque 50 ans dans ce pays. Donc, nous avons pensé qu'il ne faut pas toujours rester dans cette boulangerie traditionnelle. Il faut moderniser un peu les choses. C'est pourquoi nous prenons les farines de manioc, que nous les mélangeons jusqu'à un taux donné avec le blé, ajouter aux champignons et quelques ingrédients pour pouvoir avoir les pains à base de manioc. Maintenant, pour les friands et les croissants, tous les friands de Lomé au pied des croissants aujourd'hui, c'est 100% blé. Mais il y a certains qui n'arrivent pas à le consommer parce qu'il y a du gluten dedans qui ne sont pas bons pour leur santé. Nous mélangeons, nous associons le blé et la farine de manioc
avec les ingrédients qui doivent s'ajouter naturellement et passer au four, on obtient du croissant. Quand tu le consommes, tu ne vas même pas voir de différence entre les deux. La qualité y est. La qualité y est. Nous sommes déjà passés au service d'hygiène qui sont venus, ils ont fait leur analyse et tout. Vous avez reçu le quitus? Nous avons reçu le quitus de l'INH. L'ITRA qui est à pied d'œuvre d'ici lundi, le résultat aussi va sortir. Donc, côté sanitaire, il n'y a même pas de problème. Eh bien, du pain, du croissant et autres friandises que vous exposez au Cialo, est-ce qu'il y a une certaine affluence autour de votre stand? Oui, il y a de l'affluence parce que la quantité que nous avons amenée depuis le lundi, ça ne cesse. La commande ne cesse n'a pas cessé d'augmenter. Ce matin encore, on a envoyé presque 70, bien, c'est 75. On a envoyé encore 75 croissants ce matin. Et tout ça en termes de parties comme de petits pains. Ouais, eh bien, lorsque le Cialo aura fermé ses portes, est-ce qu'on pourra quand même trouver vos produits sur le marché ici au Togo, à Lomé? Oui, c'est la plus grande difficulté que nous avons aujourd'hui parce que pour exposer dans les shops, ils disent qu'il y a déjà des croissants chez nous. On a déjà des croissants, on a déjà des friandises. Pourquoi prendre encore les vôtres? Nous les expliquons que ceci est fait à base de nos produits locaux. Et remercions Dieu qu'il y a une autre qui est sortie, il y a de cela 2 jours, invitant tous les acteurs, toutes les sociétés généraux, le patronat et puis la chambre du commerce à consommer à commander des antennes locaux lors des fêtes de fin d'année. Donc c'est encore un plus que nous invitons tout le monde aujourd'hui à consommer les produits locaux. Parce que une chose est de voir un peu plus loin. Si nous ne savons pas faire, il y aura la guerre du pain bientôt. Parce que le blé ne cesse d'augmenter. En prix. Le prix du blé ne cesse d'augmenter. Chaque jour, ça augmente. Si aujourd'hui, nous ne essayons pas de consommer nos produits locaux, les boulangers vont fermer porte un jour, puis on n'aura pas de Nous pain. avons du manioc, de l'igname et du soja en quantité. Daniel Aglevon transforme ces produits en pain, en croissant, friand et en friand. Même des petits fours. On fait des petits fours également. Merci. Mais vous êtes porteur d'une autre idée. Vous trouvez que nous ne trouvons pas suffisamment d'oranges ici plantées au Togo et vous nourrissez ce rêve-là de planter des oranges. Oui, c'est le projet 1500 hectares d'orangers d'ici 2030 dont la phase pilote a été lancée qui est 200 hectares d'orangers d'ici 5 ans. Chaque matin, c'est plus de 20 millions qui quittent le Togo vers le Bénin. Et les autres. Parce qu'une bonne partie des oranges que nous consommons ici au Togo nous vient d'ailleurs. Oui, ça vient du Bénin. Il suffit seulement de mettre quelqu'un au niveau du péage d'Anéro. Et vous allez compter les Peugeot, les voitures Peugeot là qui rentrent. Vous allez compter au minimum 40 à 50. Par jour. Multiplié par. Le prix varie selon les saisons de 400 à 600 000. Actuellement, ils sont à 600 000 francs le camion. Faites le calcul, voir. Par jour, multiplié par 30 fois 12. C'est ce qui sort du Togo. Et nous avons les mêmes terres. Justement, vous m'avez confié que vous avez fait mener des études sur le climat, sur nos sols, et vous trouvez que les terres togolaises sont autant propices à la production de bonnes oranges. Tout est normal. On peut produire l'oranger au Togo comme on le produit au Bénin. Nous avons les mêmes terres, nous avons les mêmes climats. Donc on peut produire en quantité. Puis les terres sont là. On a beaucoup de terres au Togo. Quand je parle de ce projet, les gens pensent que les 1500 hectares, c'est pour moi, Daniel. Les 1500 hectares ne sont pas pour moi. Je ne les ai pas. Mais il y a les gens en ont. Les gens ont plus de 1000 hectares, 2000 hectares, 3000 hectares. Nous les invitons. Moi, je sensibilise aujourd'hui les gens à laisser leur terre là. Et ceux qui ont de l'argent, à laisser leur financier également pour qu'on puisse produire ou bien planter ces orangers-là. Donc, vous avez fait des études scientifiques, vous avez l'expertise, vous avez également le personnel. Eh bien, vous vous offrez en prestataire ceux qui ont des terres et ceux qui ont de l'argent. Ouais, vous souhaitez, enfin, vous vous offrez à eux. Oui. Ils viennent avec leur argent. Ça se présente sous 3 formes. Premièrement, tu as de l'argent. Et tu as les terres. Tu viens à nous on va vous faire le projet. À partir de 5 ans, quand ça va commencer par donner, on vient, on rachète les oranges pour transformer en voie du jus d'orange frais
et ne pas à chaque fois se donner à ces produits chimiques-là que nous prenons dans le rayon des supermarchés. Secondo, vous avez les terres, mais vous n'avez pas les moyens. Ça veut dire qu'à côté, il y a quelqu'un qui a les moyens, mais n'a pas les terres. On vous met tous deux ensemble, l'entrepreneuriat participatif. Et lui donne son financier, toi tu donnes tes fonciers. On fait le projet, à partir de la 5e année, quand ça donne correctement, on prend la récolte, tu as un certain pourcentage dedans, l'autre aussi un pourcentage dedans. Jusqu'à maturer, jusqu'à ce que l'arbre ne tombe un jour qui est dans les 25 à 30 ans. Oui. Merci beaucoup. Eh bien, Daniel Agblevon, jeune entrepreneur agricole, il procède déjà à la transformation de quelques denrées alimentaires et puis il a l'expertise de planter des oranges. Eh bien, si vous avez le terrain, vous avez l'argent, contactez Daniel Agblevon et au bout de 5 ans, vous devenez producteur d'oranges ici au Togo, Daniel. Oui, c'est ça. Et 3 ans, ça commence par donner, mais bon, c'est en petite quantité. À partir de la 5e année, vous commencez par jouir des fruits, c'est 10 ans, 15 ans, autres là. Et ça, je le dis toujours, j'insiste toujours sur le cas des fonctionnaires. Les fonctionnaires, quand j'ai fait les études, c'est les fonctionnaires de l'administration togolaise qui ont plus de terres agricoles. Et ils ne les exploitent pas. Ils les ont laissés. Les gens ont plus de 400 hectares. J'ai rencontré un monsieur qui a 800 hectares dans Agou ici. Mais il ne l'exploite pas. Et la diaspora, un monsieur, il est aux États-Unis, il a presque 600 hectares dans Ngotien et dans Daï, il a 200 hectares là-bas. Ils ne les exploitent pas. Moi, je les invite à donner cette terre-là et on va chercher des moyens financiers chez d'autres personnes qui en ont. Aujourd'hui, les gens ont les moyens. Ils ont de l'argent, ils veulent acheter les terres, mais ces fonctionnaires-là veulent spéculer sur les terrains. On veut vendre un terre agricole à 1 million, 2 millions l'hectare. Qui peut acheter? Merci. Daniel Agblevon, on peut le contacter au Cialo, mais si quelqu'un ne va pas nécessairement au Cialo, mais veut prendre la tâche avec vous. Il appelle le 90 53 22 42. Encore une fois. Le 90 53 22 42. Eh bien, c'est notre façon au Club de la Presse de participer à l'opération Téléfoot. Oui. Nous exposons le jeune entrepreneur Daniel Agblevon avec ce qu'il sait faire et que les autres bonnes volontés suivent. Merci à vous, Daniel. Si vous avez le temps, vous restez avec nous, puisque nous ouvrons l'antenne à partir de 12h. Peut-être que les gens voudront en savoir davantage. Mais si vous avez une urgence... J'ai des cours à donner, donc je vais prendre congé de vous, mais on reste en contact. Merci beaucoup. Ces potentialités agricoles dont nous parle Daniel Agblevon, beaucoup de jeunes Togolais ne le savent pas ou ne veulent pas s'y aventurer. Eux là, c'est tous ces jeunes qui ne rêvent que d'une chose, c'est partir. Partir notamment en jouant la loterie Visa. Et cette semaine, nous en avons parlé et nous en parlons encore aujourd'hui avec le journal L'Union pour la Patrie qui écrit à la page 7, ils veulent partir, ils ne pensent qu'à partir faute d'opportunités, ou encore ils veulent partir, Thierry Afanoué, parce qu'ils disent que leur pays, dont le Togo, ne leur offre pas d'opportunités. C'est pourquoi ces jeunes Togolais ne pensent qu'à partir. Oui, tout à fait. Et c'est déplorable pour notre pays. Ceci doit amener les gouvernants à réfléchir à une véritable politique d'emploi et arriver également à occuper ces jeunes-là. Parce que laisser tous ces jeunes-là partir aux États-Unis, encore que qu'ils réussissent à cette loterie-là, je crois que ce n'est pas une bonne chose pour notre pays. Cela montre que le taux de chômage dans notre pays va crescendo, contrairement à ce qu'on nous a présenté récemment. Et la situation devient inquiétante au point où même au niveau du service des passeports, on a dû suspendre à un moment donné l'enregistrement de ces demandeurs de passeports. Eh bien, le service passeport est apparemment débordé. Actuellement, d'après certaines informations, il traite jusqu'à 1000 dossiers par jour et la queue est toujours très longue là-bas.
La preuve, le Canard indépendant, lui aussi écrit ce matin que le service des passeports est envahi par ces jeunes Togolais qui demandent le passeport pour pouvoir partir. Et ce qui amène également le confrère L'Alternative a écrit que sans espoir et sans repère, le pays, le Togo, se vide de ces jeunes bras valides. Jean Legrand? Oui, ça, il faut dire que ce qui se passe au niveau du service des passeports, c'est pas nouveau parce que c'est juste parce que cette année, la loterie visait à exiger le passeport qu'on arrive à quantifier et à voir de visu le nombre de jeunes qui s'en va. C'était la même situation depuis plusieurs années, mais... Pas qui s'en vont, mais qui veulent s'en aller. Oui, c'est deux réalités différentes. Voilà, bon. Une chose est d'avoir le passeport, une autre... Voilà, certains aussi passent par la mer et tout ça. Bon. Il faut dire ici que c'est aussi un signal pour montrer un peu le niveau de pauvreté que nous avons au Togo avec ces jeunes qui ne se retrouvent pas. Également, c'est aussi le lieu de comprendre qu'il y a un problème avec nos systèmes éducatifs. Notre système éducatif nous a été donné, a été formaté pour que nous mettions en place uniquement que des bureaucrates. Des gens sortent des études, ne savent pas quoi faire, ne savent pas concrètement qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Mais on leur a seulement bourré le crâne de trucs abstraits, comme le monsieur Agblévon l'a dit tout à l'heure. Lui, il est dans l'entrepreneuriat agricole. Aujourd'hui, les jeunes ne savent pas comment entreprendre. Il a dit que plusieurs fonctionnaires ont des terres arables, mais ne savent pas quoi en faire. Et ces gens vont dire que ça ne va pas, qu'il n'y a pas d'argent. Pourtant, il suffit juste d'avoir un peu de génie et avec ça, on peut s'enrichir. Il faut actuellement que les autorités comprennent que c'est une nécessité de revoir nos systèmes éducatifs. Et en même temps, les jeunes aujourd'hui ne croient plus en eux. Ils pensent que c'est de l'autre côté qu'on peut s'en sortir. Or, parfois, on est mieux que chez soi. Il faut savoir les potentialités que chacun a en lui et être capable de les exploiter. Mais les jeunes ne le comprennent pas aujourd'hui. On se dit que non, il faut aller plutôt du côté où il y a l'argent que de développer son pays. Aujourd'hui, le Japon n'a aucune ressource minière. Mais je ne veux pas, vous savez comme moi, quel est le niveau économique du Japon. Juste parce que les Japonais ont su travailler leur intellect, ont su développer leurs capacités, leurs potentialités. Aujourd'hui, il faut vraiment que la jeunesse comprenne qu'il faut faire un retour sur soi et entreprendre pour s'en sortir. Ce n'est pas forcément l'Eldorado qui est le salut, qui est la richesse à tous les niveaux. Merci beaucoup. Le système éducatif togolais épinglé parce que c'est beaucoup plus théorique que pratique, mais également ce désamour entre les jeunes et leur pays. Et pourtant, à côté, le gouvernement a créé spécialement un ministère pour les jeunes, le ministère de la jeunesse, de l'emploi des jeunes. Il y a une direction des jeunes, il y a des mécanismes financiers et autres mis en place, mais tout ça, Macaboflan, les jeunes Togolais n'y voient pas d'opportunité, n'y voient pas d'espoir. C'est pourquoi ça a été rué vers l'extérieur. Oui, bien évidemment, je suis tenté d'aller contre le courant de ce que vous dites. Vous savez, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour le gouvernement et qui devraient aider la jeunesse. Mais est-ce que ces dispositifs sont efficaces? Est-ce que ces dispositifs sont fonctionnels? Et combien de jeunes ces dispositifs arrivent véritablement à résorber? Là est la question, parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en place des dispositifs qui s'arrêtent généralement aux ateliers, aux séminaires de formation, mais il faut mettre en place des dispositifs qui prennent véritablement en compte les préoccupations de la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons, vous épinglez tout à l'heure le secteur de l'éducation, mais derrière l'éducation, il y a tout ce beau monde-là que notre éducation très théorique déverse sur le marché d'emploi. Qu'est-ce qui est fait pour résorber cette jeunesse? Je ne dirais pratiquement rien. Et ces initiatives pêle-mêle qu'on dit être prises par le gouvernement sont une goutte d'eau dans la mer. Et je pense que tous ces jeunes-là aujourd'hui qui cherchent l'Eldorado, qui veulent aller voir ailleurs, ne sont pas forcément des gens qui n'aiment pas le Togo, ne sont pas des gens en désamour avec la patrie. Mais c'est faute de mieux. Vous pouvez aimer le Togo. Moi, je connais plein de Togolais de la diaspora qui ne sont pas partis, qui sont partis parce qu'au Togo, ils n'avaient aucune opportunité, aucune possibilité. Ils n'avaient même pas la possibilité de rêver s'ils étaient restés au Togo. Et l'extérieur ou aller ailleurs leur offre cette garantie, cette opportunité peut-être de voir l'avenir sous un meilleur jour. À ce niveau, il faut quand même nuancer parce que nous qui restons au Togo, nous ne rêvons pas moins.
Oui, bien évidemment, c'est vrai, mais il faut dire aussi que ceux qui sont restés au Togo, ceux qui se battent, pour la plupart sont des résilients. C'est comme dirait quelqu'un, une histoire de réussite sur 1 million de cas qu'on prend. Il y a un certain nombre d'opportunités que le gouvernement dit offrir. Mais même dans la prise en compte de ces opportunités-là, on n'a pas l'impression que ce sont des opportunités au mérite. On a l'impression que ce sont des opportunités qui sont pour ceux qui sont nés sous de meilleurs jours, ont les bons parents, ont les meilleurs amis, ont les bons réseaux. On n'a pas véritablement l'impression que nous sommes dans un pays qui prend en compte tous ces fils et filles parce qu'ils le méritent vraiment. Merci Thierry Afankoué. Nous sommes à quelques mois de la prochaine élection présidentielle et il y a déjà des noms qui s'affichent, des gens qui se déclarent même. Eh bien, ce phénomène-là, cette ruée vers le passeport, parce que plein de jeunes Togolais ne pensent qu'à partir, ça doit interpeller les candidats à la prochaine élection présidentielle, savoir tenir compte de la jeunesse dans leur programme de société. Oui, ils vous diront que ils ont à cœur les préoccupations des jeunes, mais une fois hissés au pouvoir, ils font vite de les oublier. Vous voyez, quand je veux présenter ceci, quand l'opposition fait appel à manifestation, vous voyez que la plupart de ceux qui sont dans les rues, c'est des jeunes. C'est parce que ils sont désœuvrés, ils ne trouvent pas à faire. Et ils sont là avec des diplômes mais sans emploi, ils sont qualifiés pour travailler mais ils n'ont pas le travail. La dernière fois, Maître Agboyibo présentait une situation comme quoi ceux qui étaient ont passé le concours des enseignants, il y avait une promesse au cours de la campagne électorale de les embaucher et raison de plus que ils ont voté pour le parti au pouvoir, mais avec l'espoir voilà que les résultats sont proclamés, ils ne se retrouvent pas. Donc la jeunesse aujourd'hui est exploitée par le politique pour se maintenir ou pour arriver au pouvoir. Il est très important de réfléchir véritablement à une politique de la jeunesse, comme Marc l'a si bien dit, sortir des ateliers et autres là et poser des actes concrets sur le terrain. Les différents mécanismes qui existent, il faut se demander combien de jeunes arrivent à bénéficier de ces différents mécanismes là et les rares ceux qui en bénéficient, est-ce que ils arrivent à s'en sortir? Non. Donc le résultat est là. Les gens pensent que avec 300 000 ou 500 000 ils font déjà le pas pour accompagner la jeunesse, alors que la réalité sur le terrain est tout autre chose. Parce que on nous parle de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat c'est tout un ensemble. Il ne s'agit pas seulement de venir parler aux jeunes de l'entrepreneuriat sans pour autant les accompagner. Donc il faudrait que le gouvernement, le ministère en charge de cette question de la jeunesse là puisse revoir tout ce qui est fait depuis des années maintenant jusqu'à aujourd'hui pour que on ne puisse pas laisser, parce que une chose on l'a si bien dit, si ces jeunes là ils ont le passeport, même si ils ne réussissent pas à la loterie Visa, ils vont trouver d'autres voies, d'autres moyens pour quitter le pays, et cela c'est une fuite de cerveau pour nous, et ça ne pourra pas nous aider à amener à notre pays au niveau de développement que nous souhaitons. Merci. À ce niveau-là, avec les préoccupations de la jeunesse, nous rappelons notre pensée du jour. C'est quand Will Smith écrit que votre vie ne deviendra meilleure qu'en rendant celle des autres meilleure. Eh bien, nous rappelons cette pensée du jour à l'attention des décideurs de ce pays, ceux d'aujourd'hui et surtout ceux de demain, ceux qui se bousculent déjà dans le bloc de départ pour 2020. Jean Legrand? Oui, tout à fait ça. C'est que il faut éviter de chercher toujours des palliatifs, mais aller traiter le problème à la racine. Tant que nous allons toujours chercher des à côté pour calmer la situation, on ne va pas définitivement résoudre ce problème. Quand vous formez quelqu'un qui est uniquement dans sa pensée, il veut être un bureaucrate, dès qu'il sort, il va vouloir que vous l'employiez.
Or, aujourd'hui, l'État ne peut pas absorber tout le monde. L'État ne peut pas le faire. Tant que vous le formez dans l'initiative de créer, qu'il trouve d'emploi ou pas, il est déjà utile, il peut commencer par créer. L'autre chose... Je crois qu'il faut là faire la promotion des lycées scientifiques. Tout à fait. C'est pourquoi je disais que le problème, c'est dans le système éducatif. Le Togolais... Aujourd'hui, même, on a une dizaine de lycées scientifiques sur pratiquement 1000 lycées que compte tout le Togo. Très peu de Togolais sont dans la dynamique d'innover, de réfléchir et tout ça. L'autre chose, c'est que quoi? Beaucoup de jeunes ne sont pas vraiment informés sur les offres que font les structures comme l'ANPGF et le FAEJ. Renseignez-vous. Très peu de jeunes ont vraiment l'information. Une fois qu'on fait le mercredi de l'entrepreneur, allez voir combien de jeunes viennent. La salle est parfois presque vide. Est-ce que l'État ne fait pas sa part dans ce cas? Je ne dédonne pas l'État, mais je dis que les jeunes ont leur part, mais l'État aussi a sa part. L'État fait une partie, mais les jeunes aussi ne s'intéressent pas trop à ça, parce que les gens sont plus dans une dynamique employez-moi. Beaucoup de jeunes disent non, il faut que je finisse, je trouve un petit boulot, je gagne 200 000 et puis c'est fini. Mais il y a un message qui circule sur WhatsApp depuis quelques jours, vous verrez, on vous dit lorsque vous avez même 500 000, on vous fait le nombre d'années qu'il vous faut pour être milliardaire. Mais il faut que les jeunes comprennent qu'aujourd'hui, c'est la création de richesse qui peut vous faire sortir de... toute façon, il est prouvé que celui qui travaille et qui a un salaire à la fin du mois ne sera jamais riche. Tout à fait. Si vous voulez être riche, créez votre structure. Je crois qu'on doit travailler beaucoup pour changer les mentalités. Notre culture même nous limite dans certaines choses. Je crois, il y a quelques jours, je suivais un truc sur RFI où on disait que au Kenya, par exemple, les gens n'ont pas qu'un seul boulot. Ça dit que vous êtes journaliste, animateur ici, mais au-delà de ça, vous avez encore d'autres travail que vous faites, ce qui fait que vous vous occupez tout le temps. Ça dit que les gens passent beaucoup de temps à ne pas travailler que à travailler. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas créer la richesse, on ne peut pas arriver au niveau peut-être des John Doe ou de Bill Gates et autres là. Il faudrait que nous puissions nous investir pleinement pour... Si tu permets ça, je conclus avec ce qu'il dit. Les scientifiques prouvent aujourd'hui que l'être humain a en lui 600 talents. Est-ce que les 600 talents, c'est pour être employé? Non, c'est pour être déployé. Merci. Eh bien, les talents qui sommeillent en nous, c'est pas pour être salarié, mais c'est pour être déployé quand on est à la manœuvre de sa propre initiative. Nous ouvrons à présent le grand dossier de la décentralisation. Encore une fois, nous avons fait les élections des conseillers municipaux le 30 juin. Une session de rattrapage a eu lieu le 15 août. Depuis, la Cour suprême a fait son travail et a proclamé les résultats définitifs. Les conseillers, ils sont, je crois, 1527. Ils se sont réunis dans leur commune. Ils ont élu leur maire et leur adjoint. Et bien, on attendait qu'ils prennent fonction. Quand le ministre Payadoua Bokwesi a dit, attendez que les procès-verbaux de vos élections soient publiés au journal officiel. Eh bien, Marc Aboflan, depuis hier, il circule le journal officiel en date du 7 octobre qui porte certification des maires et de leurs adjoints. Vous avez connaissance de ce journal officiel, Marc Aboflan? Oui, bien évidemment. J'ai eu le journal officiel, je l'ai parcouru. Même si je remarque qu'il y a un certain nombre d'erreurs, je veux appeler ça erreur, parce que je ne veux pas croire que des gens ont sciemment modifié des noms sur les procès-verbaux tels que ça s'est passé dans les communes. Donc, j'ai eu ce journal officiel-là avec ces erreurs-là. Et comme vous avez relevé des erreurs? Oui, des erreurs dans un certain nombre de communes. Des erreurs sur des noms d'adjoints au maire qui ont été élus, mais qu'on retrouve d'autres personnes à cette place. Et j'estime encore que c'est une erreur parce que je ne veux pas croire que des gens ont eu la manie de s'amuser. Ce que dit Marc là, c'est intéressant. A priori, une information qui est publiée par le journal officiel n'est plus susceptible de recours. Mais si ce que Marc dit est vrai et que des gens pensaient, les gens se savaient élus à jeun dans leur commune,
et que maintenant c'est autre nom que le journal officiel publie, là c'est vraiment grave. Je crois qu'il y a un véritable problème parce que là, il faut saisir le ministère de l'administration territoriale. Je crois savoir que c'est lui qui a transmis les procès-verbaux et les noms des maires et leurs agents. Il faudrait qu'on puisse corriger rapidement le tir, sinon ça va créer d'autres problèmes. Déjà que ces maires et leurs agents s'impatientent de prendre fonction et à faire tout ce parcours-là et on rend public et les résultats, on ne retrouve pas ces noms, tout ça là. Donc il y a un problème. Je ne sais pas si ça a été fait dans la précipitation parce que comme vous l'avez dit, beaucoup. C'est quand même 117 communes. Donc non, mais là n'est pas le problème puisque tout a été. Le ministre avait tout le temps. Oui, voilà. Voilà. Donc il y a un problème. Moi je constate juste que j'ai retrouvé des erreurs dans le journal officiel. Je ne sais pas si entre-temps il y a eu des recours contre les élections de ces maires-là, parce que je n'ai pas non plus connaissance que la Cour suprême s'est prononcée dessus. Et donc je constate quand même que ce journal... Je ne savais pas si la Cour suprême avait prérogative à se prononcer sur l'élection des maires par leurs propres conseillers municipaux. Je constate juste, et ça c'est un constat, tout le monde, tous ceux qui ont eu le journal officiel peuvent le constater. Dans des communes, il y a des gens qui ont bien été élus adjoints au maire, mais dans le journal officiel, ces personnes-là ne sont pas mentionnées. C'est des omissions. On va traquer cette information-là et savoir. Maintenant, le journal officiel est sorti depuis hier, du moins pour ce que nous découvrons, et donc nous avons la certification au ministère même ce matin. Eh bien, revenons sur le conseil des ministres tenu le samedi dernier avec un projet, le conseil des ministres le mercredi. Le gouvernement qui a planché sur un projet de loi portant création du district de Grand Lomé. Nous introduisons ça par votre article Jean Legrand pour le Réunion, Canal D qui écrit polémique sur la reconstruction du grand marché de Lomé. Le gouvernement siffle la fin en fixant les attributions et fonctionnement du district de Grand Lomé. Autre journal qui va un peu dans le même sens. C'est Forum de la semaine qui écrit lui aussi attribution et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé. Fabre doit oublier son projet de reconstruction du grand marché de Lomé. Autre journal, c'est Vérité des peuples qui écrit lui aussi Vérité des peuples qui écrit district de Grand Lomé. Le grand marché de Lomé sera reconstruit par un gouverneur et non pas Jean-Pierre Fabre comme maire d'Amoutivée. Eh bien, c'est la première leçon que nous tirons de ce projet de loi du gouvernement le mercredi dernier. Jean Legrand. Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a à peu près 10 jours, Jean-Pierre Fabre avait rendu un communiqué de presse estimant qu'il lui revenait de construire le grand marché de Lomé suite à l'appel d'offres que le Premier ministre avait lancé. Et il y a eu vraiment un débat houleux autour de la question et je crois que le gouvernement a voulu mettre fin à toute cette polémique. Et vous l'avez appris comme moi en Conseil des ministres, les attributions et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé ont été prises et on comprend dès lors que Jean-Pierre Fabre, avec sa commune du Golfe 4, n'aura plus la prérogative de la reconstruction du grand marché de Lomé parce que plusieurs aspects ont été reversés, ont été mis dans le cadre du district autonome du Grand Lomé, dont l'assainissement, les marchés, l'hôtellerie et un peu de tout ça. Et ici, il faut comprendre que Jean-Pierre Fabre s'est un peu trop pressé, je dirais bien, mais son courrier a eu le mérite d'amener le gouvernement à recadrer les choses et que tout le monde comprenne ce à quoi nous aurons affaire dans cette nouvelle décentralisation. Et il faut dire que le district autonome du Grand Lomé, selon ce que nous avons eu comme information, sera dirigé par un gouverneur avec en dessous un conseil. On a des élus et des nommés. Et ici se pose un problème parce qu'on se dit, avec un district pareil,
comment est-ce que des On va y élus... venir, mais donc le district autonome du Grand Lomé, il est créé, du moins c'est l'essentiel de ce projet de loi que le gouvernement a étudié le mercredi, qui va passer sûrement à l'Assemblée. Mais pour le moment, on peut déjà dire que le district autonome du Grand Lomé a des attributions dont nous citons quelques-uns à la lumière du confrère Togo, plutôt l'Union pour la Patrie, qui écrit que le district autonome du Grand Lomé est créé en vue d'exécuter des actions propres à la capitale, dont certains volets d'aménagement, d'entretien et de fonctionnalité vont au-delà des compétences communes. Le district autonome du Grand Lomé est l'autorité locale représentant la ville de Lomé dans son ensemble. Thierry Afanoukoui. Oui, vous savez, quand j'ai parcouru le conseil, le communiqué du Conseil des ministres, je me suis dit que l'opposition s'est fait avoir en participant aux élections. En boycottant d'abord les législatives. Voilà, et en participant finalement au communal, parce que ce qui se passe par rapport à ce district autonome du Grand Lomé est spécial. Les gens ont commencé ce processus de décentralisation avant nous. Je ne crois pas que nulle part il y a de ces dispositions-là. Et voilà, au Togo, on veut réinventer la roue. On dépouille complètement les maires des 13 communes qui constituent ce district autonome du Grand Lomé de toutes les prérogatives. Quelque part, nous, au niveau de Gapola.net, nous avons fait un article et nous avons titré que les 13 communes du Grand Lomé sont sous tutelle du district autonome. Donc c'est spécial. Et je me demande pourquoi ces maires-là sont élus finalement. Ils vont se contenter seulement de signer les actes d'état civil, parce que tout ce qui concerne l'assainissement ou le développement même des communes revient à ce gouverneur-là. Et vous voyez aussi le conseil de ce district-là, le chef de l'État va nommer jusqu'à 20 et la moitié. Donc vous voyez, en fait 27, 26 plus le gouverneur. Non, pour la composition, et là c'est l'article 9 de ce projet de loi. Le district autonome du Grand Lomé est composé de 53 membres, oui, dont le gouverneur, 26 élus locaux à raison de 2 élus par commune et 26 personnalités nommées par le président de la République pour une durée de 6 ans. Finalement, ça fait 27. Le chef de l'État, le gouverneur, nomme et le gouverneur plus 26 personnalités. Donc, vous voyez, finalement, sincèrement, en réalité, c'est un district dirigé par le chef de l'État. Et effectivement, le gouverneur est nommé par décret pris par le président de la République. Mais pour les... il y a quelques précisions quand même que j'aimerais faire dans cette histoire de district. Marc, la première, c'est que ce n'est pas cette loi qui vient de créer le district. Le district existait depuis la modification de la loi de 2007, à la veille des élections. Le gouvernement a justement modifié ce district-là. C'est pour ça que j'appréciais Thierry quand il disait que l'opposition a été prise au piège. Le gouvernement a modifié cette loi-là, qui a même réduit le nombre de niveaux de communalisation que nous avions, le nombre de niveaux de décentralisation, à la veille, quand l'opposition a déclaré qu'elle allait participer à ces élections. Soit, en créant ce district-là, nous sommes dans une logique de décentralisation. Et notre constitution dit les conseils, ce sont les conseils élus qui dirigent les niveaux déconcentrés ou les niveaux de décentralisation. C'est-à-dire la commune, la région doit être dirigée par un conseil élu. D'où vient maintenant qu'on crée ce district spécial-là avec 27 personnalités, pas même la minorité, la majorité nommée par le chef de l'État. On aurait pu simplement, comme on a fait pour le ministère de la Défense, rattacher ce district spécial-là au président de la République. Mais ce que vous dites là, ce que Thierry a dit et que Marc entérine, c'est pertinent. Quelque part, on peut dire que l'opposition s'est fait vraiment piéger
parce que ce n'est pas seulement mercredi que le gouvernement a créé cette loi-là. Oui. En fait, la dernière modification de la loi portant sur la décentralisation a été effectuée le 31 juin 2018. Donc, ceux qui sont allés, Jean Legrand, est-ce que vous êtes sûr que ceux qui sont allés aux élections communales avaient pleine connaissance de la loi sur la décentralisation et de toutes les modifications, avec éventuellement là où il y avait ou il n'y avait pas de piège? Ils ne savaient pas ça. Ils ont pris du temps pour se chamailler, ils ont pris du temps pour tourner autour du pot. Et maintenant... Même aujourd'hui, il y a des élus qui ne maîtrisent pas la loi portant décentralisation. En République, nul n'est censé ignorer la loi. Bien évidemment, ayons le courage de dire les choses. La parole était à Jean Legrand. Voilà, donc je disais, ils n'ont pas vraiment pris connaissance de ce qui devait être fait. Et rappelez-vous que beaucoup se plaignaient parce qu'il n'y avait pas une formation adéquate. Les gens ne savaient pas dans quoi ils allaient. Même la population ne savait pas on vote pourquoi et tout ça. Et aujourd'hui, les gens sont devant le fait accompli parce que le vin est déjà tiré et il faudra le boire. Et je crois que avec ce que nous avons actuellement, on se pose une question. Si des gens qui sont élus cohabitent avec des gens nommés, et à la tête on est un gouverneur, quelle est la légitimité de ce conseil? Et à qui devra-t-il rendre compte? Est-ce que c'est au peuple ou c'est à celui qui l'a nommé? Oui, mais restons encore dans les prérogatives du district de Lomé. Comment va se gérer? Oui, on va y arriver. Mais je rappelle, comme le relève si bien l'Union pour la patrie, que l'autorité locale représentant la ville de Lomé, c'est-à-dire le district du Grand Lomé est l'autorité locale représentant la ville de Lomé dans son ensemble. Et plus loin, il y a cette disposition, suivez bien, les délibérations et règlements des conseils municipaux dans nos communes ne peuvent être contraires aux délibérations et règlements du grand du conseil. Ils sont dépouillés, c'est tout. Comment on arrive à décider, excusez-moi, comment un conseil qui est censé gérer de manière efficace et efficiente la ville de Lomé arrive à se gérer avec 53 personnes? C'est quand même un pléthore de nombre. Pour une ville comme Lomé, 53 personnes. Genre, s'il faut décider pour un contrat X, il faudra les 53. C'est quand même exceptionnel. Et puis, vous savez, tous ceux qui étaient candidats dans la ville de Lomé pensaient au prime abord qu'il y avait enjeu, qu'il y avait quelque chose à faire dans leurs différentes communes. Je le disais dans une émission avant même les élections, qu'en réalité, Lomé ne représente pas d'enjeu parce que, après tout, Lomé sera dirigé par un gouverneur. Et la loi portant ce district est encore claire. Ça voudrait dire que même dans votre quartier, si vous voulez tracer une rue et que le district n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas. Et ça, le district... C'est clair que les délibérations dans nos communes, ils vont se limiter à la signature des actes. À la ligne tracée par le district autonome du Grand Lomé. Tout à fait. C'est à ça qu'on va avoir à faire. Bon, on dirait alors on a une décentralisation à la togolaise. Heureusement, on aura des gens pour signer les actes de mariage, les actes de naissance et tout. Ça manquait même depuis dans nos communes. Et donc, on aura des gens pour faire ça. Maintenant, ces 13 communes de Lomé, je ne vois pas véritablement leur importance. Puisque le gouvernement ou le ministre de l'administration territoriale aura à nommer des secrétaires généraux des mairies. Donc, vous voyez que... Ils sont même en formation actuellement. Voilà. Donc, vous voyez que, au fait, ces élus ou ces maires-là, tout ce qu'ils auront à faire, ils seront obligés de composer avec l'administration. C'est-à-dire que on leur enlève tout. Même le fonds d'appui aux collectivités territoriales, tout ça là, c'est le gouverneur là en question. Et puis, c'est spécial que c'est seulement à Lomé que ça se passe. Ceux qui sont les maires de ces 13 communes-là, c'est eux qui verront seulement du bleu. Les autres, en tout cas dans les autres localités, les maires là auront plein pouvoir pour gérer leur commune. Donc ça a été fait à dessein. Vous savez, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on aurait pu simplement rattacher ce district autonome là à la présidence de la République, où le président nomme peut-être un conseil spécial ou quelqu'un qui se charge de gérer. Parce que même avec cette loi, ce district autonome, il y a une chose qui est certaine, c'est le président de la République qui dirige la ville de Lomé. En tout cas, c'est clair que le conseil, ils seront 53. Il y a le gouverneur.
il y a 26 qui seront élus dans les 13 communes, à savoir 2 élus par commune. Et le chef de l'État nomme 26 autres. Et c'est le chef de l'État qui nomme par décret le gouverneur. Et aucune délibération dans aucune commune ne saurait prendre le contre-pied de la ligne tracée par le district autonome de Grand Lomé. Et si la commune n'est pas d'accord avec la décision du gouverneur? La commune n'a plus à on peut rien faire qui concerne une commune. Là, il n'y a plus de décentralisation. La commune n'a plus à ne pas être d'accord. S'il y a décentralisation, c'est qu'on veut confier plein pouvoir à la commune. Maintenant, il y a quelqu'un qui ne partage pas peut-être les réalités de la commune, qui n'est pas élu, non? Voilà, et qui décide à la place des administrés de cette commune-là. Et moi, je n'aurais aucun problème avec ce district autonome-là si ses conseillers étaient élus pleinement au suffrage universel. Et si ce sont ces conseillers élus-là qui élisaient le gouverneur de la ville. Je n'aurais aucun problème avec ça. Il y a ça dans plusieurs autres villes dans le monde entier. Mais ce n'est qu'au Togo que nous avons cette spécialité-là où plus de la moitié, pas même le minimum, plus de la moitié, c'est-à-dire les 51% sont nommés par le président de la République. C'est quand même exceptionnel. Non seulement plus de la moitié, le pouvoir aura la majorité, parce que si vous prenez les 13 communes là, vous voyez la part que le pouvoir a concernant les maires. Non, même pas 10 maires. Voilà, donc vous voyez donc plus de la majorité des décideurs de ce truc là. Merci. Donc le district autonome du Grand Lomé regroupe la préfecture du Golfe, la préfecture d'Aguenivé et leurs 13 communes. Et pour revenir encore au gouverneur... le débat, vous savez, dans tous les pays pratiquement, la capitale est toujours détenue par un maire de l'opposition. Mais ça a toujours marché. Vous prenez Paris, la France... Mais c'est à l'opposition. Il n'y a jamais eu de problème. Parce que ici, il est beaucoup plus question de développement, de l'intérêt de la commune. Donc, si on politise tout, notre décentralisation fera plus de mal que de bien. Parce qu'il faut le dire, cette création de autre détail important, le gouverneur du Grand Lomé, qui sera nommé par le chef de l'État sur décret, aura rang de ministre et aura préséance sur les préfets. et des noms circulent déjà même pour ce gouverneur-là en question. Merci beaucoup. Alors, des journaux analysent cela. Pour l'éveil de la nation, la création du district autonome du Grand Lomé porte des ambitions innovantes du gouvernement pour la capitale. Mais pour l'alternative, le pouvoir dépouille purement et simplement les maires de leurs prérogatives. Et Liberté lui écrit que le gouvernement détrousse les maires de l'opposition de leurs prérogatives. Et la gestion du grand marché de Lomé, arrachée à Jean-Pierre Fabre et confiée au district autonome du Grand Lomé, et le mouvement Martin Luther King qui interpelle déjà les partenaires du Togo. Justement, les partenaires qui nous accompagnent, dont surtout l'Allemagne. Comment est-ce que vous pensez que l'Allemagne va réagir à la création du district autonome du Grand Lomé? Jean Legrand pour le l'Allemagne qui a déjà décaissé 5 milliards pour la construction. De toute façon, on vous dira que nous sommes un pays souverain. Bon, ici, vraiment malin celui qui pourra donner une réponse à cette question, parce que ici, bon, l'Allemagne discuterait avec les autorités. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Et nous verrons quand même les réactions au vu de ce qui va arriver dans les prochains jours. Parce que après action, il faut avoir une réaction pour voir si la pilule est passée ou elle a été rejetée. Merci. Alors, le autre journal, Actu Express, écrit tout simplement, quand Faure Gnassingbé décide de saper le processus de décentralisation, à se demander, Marc Abolfran, Thierry Afanoukou et Jean Legrand pour l'URNI, est-ce qu'il fallait encore aller aux élections municipales si on devait arriver finalement au district autonome du Grand Lomé? Non, les élections municipales ont toute leur pertinence parce que au-delà de Lomé, où tout ce qui se joue est politique, je pense qu'il y a un certain nombre
de nos contrées où on a besoin que des fils du milieu puissent véritablement s'ancrer. Maintenant, moi j'ai l'impression que à Lomé, on a tout politisé, on voulait coûte que coûte dépouiller l'opposition, les adversaires politiques d'une certaine responsabilité dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui Grand Lomé. Mais je pense que c'est une erreur fondamentale qu'on est en train de faire, d'autant plus que ce gouverneur-là, on le dote d'un certain nombre de prérogatives sans même derrière avoir quelqu'un à qui il rend des comptes. C'est ça l'inquiétude aujourd'hui, parce que nommer un gouverneur de Lomé, lui accorder le rang de ministre avec tout ce qui va comme prestige, comme prérogative, et que cette personne-là sache que bon, même si je gère bien, si je ne gère pas bien, je n'ai de compte à rendre à personne, c'est quand même créer un surposte au-delà de tous les surpostes. Il y a quand même une limite qui est faite au gouverneur. Le ministre en charge de l'administration territoriale a droit de regard chaque 6 mois dans la gestion du gouverneur. On sait comment ça se passe. Ça rencontre directement au conseil des ministres. Mais au-delà, est-ce que c'est au ministre d'avoir droit de regard sur la gestion de la ville? Et les habitants de la ville sont où? N'a pas su recadrer les présidents des délégations spéciales, et c'est le gouverneur qui va. Et puis un gouverneur qui est nommé par décret. Attention, au même titre que le ministre lui-même. Donc, qu'est-ce que le ministre a à lui dire? Ah non? Merci. Voilà le tour d'analyse que nous faisons à la lumière des confrères sur ce projet de loi. Attendons de voir quelle lecture les députés feront quand cela va arriver à leur niveau. Malheureusement, ça va passer. Malheureusement, parce que avoir la configuration actuelle de notre représentation nationale, ça va passer. Et personne ne va broncher, et tout cela c'est la conséquence de la non-participation de l'opposition aux législatives de 2018. Ils continuent de récolter les pots cassés et ça va continuer. Mais Thierry, donc vous connaissez déjà le sort de le projet de loi quand il oui, bien évidemment. Non, ça va passer. Ça va passer. S'ils ont pu modifier le truc à la veille des communes, des élections communales, je ne vois en quoi. Et vous allez voir les arguments que ceux qui se réclament de l'opposition au niveau de la représentation nationale, ils vont donner, comme ils l'ont fait pour la loi, comme ils l'ont fait concernant la loi des manifestations. Attendez, c'est dans quelques jours ça va passer. Mais vous parlez comme quelqu'un qui connaît déjà le score du match avant que le match soit joué. Ah oui, quand vous avez un Lionel Messi, on croyait que on se croit gagner le match avant même que ça ne commence, alors qu'on oublie que à tout moment ce Lionel Messi aussi peut décevoir, ou il peut être sur le terrain et qu'on gagne Barça. Merci. Juste rappeler que beaucoup de journaux sont revenus sur l'émission qu'a animée le dimanche dernier le ministre Gilbert Bahara sur les antennes de New World TV, et qui est abondamment commenté par les journaux aujourd'hui. Aujourd'hui encore, Jean Legrand Poulenry, votre journal Canal D, vous écrivez quand Gilbert Bahara refuse toute relecture de la loi portant sur les manifestations, c'est ce qu'il a dit, et la société civile lui a rétorqué que c'est un danger. Effectivement, tout le monde a suivi l'émission dimanche dernier à 13h où le ministre a été clair. Il a affirmé haut et fort, il n'y aura pas de relecture de cette loi. Il a laissé entendre que l'ONU a pris des décisions qui vont à l'encontre des réalités togolaises, et le gouvernement togolais ne s'inscrira pas dans cette même logique. Il a martelé haut et fort, et nous on s'est dit, si Gilbert Bahara, un ancien du système des Nations Unies, arrive à dire ça haut et fort, c'est que il sait sur quoi il a mis le pied. Mais de l'autre côté, la société civile ne s'est pas fait attendre avec l'ancien directeur exécutif du CACIT, Kanye, André Afanou. Il a rétorqué que c'est vraiment grave qu'on en arrive à ce point, mais ça ne leur empêche pas de dire toujours que cette loi n'est pas dans les standards internationaux, et il faut quand même, il reconnaît ici que l'État, les élus doivent reconnaître qu'ils ont commis une erreur et rectifier le tir au lieu de persister dans cette ligne qui ne va arranger personne. Parce qu'il dit que lorsqu'un peuple n'arrive pas à exprimer ses frustrations, on peut aller tout droit vers l'hécatombe au moment où on s'attend le moins.
Autre sujet qui a défrayé la chronique cette semaine, c'est Faure Gnassingbé doit être, oui ou non, candidat en 2020. On a étudié, on a beaucoup analysé le sujet ici au plateau. Il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Peut-être que les auditeurs vont encore y revenir bientôt. L'autre sujet toute la semaine, c'est toutes les difficultés de l'opposition à s'accorder sur un nom, une stratégie pour la présidentielle 2020. Macaboflan, juste un petit mot là-dessus. Oui, vous savez, notre opposition, j'évite d'en parler parce que quand vous parlez de cette opposition-là, ça donne l'impression que c'est vous qui en rajoutez au Capharnaüm dans lequel eux-mêmes chissent actuellement. Maintenant, une chose est sûre, c'est que cette opposition-là, pour les échéances 2020, ne vont pas participer, en tout cas, soudés à cette élection-là, ce qui amenuise même leur chance. Nous savons tous, en tout cas, à l'état T, sauf cataclysme ou à moins d'un miracle, nous connaissons tous déjà les résultats des élections 2020. Quel que soit le... Bien sûr. Nous en sommes encore à 5-6 mois. Vous connaissez déjà les résultats. J'ai une idée claire de ce que peut être les résultats. Seul, ce serait de la fourberie. Bon, heureusement que c'est pas vous, la CENI, qui allez proclamer les résultats. Ce serait de la fourberie que de dire qu'on ne sait pas si le Messi n'est pas sur le terrain. Même à l'état actuel, si le Messi n'est pas sur le terrain et que UNIR, dans son fonctionnement actuel, positionne, quel que soit le candidat qu'il positionne, il battra toutes les postures de l'opposition au premier tour. Merci. Eh bien, nous sommes vendredi. Nous allons laisser à présent l'antenne aux auditrices et auditeurs. Juste leur rappeler que nous avons parlé des potentialités de l'agriculture au Togo avec le jeune entrepreneur agricole Daniel Agblevon qui malheureusement a dû nous quitter. Mais nous sommes également revenus sur le malaise de la jeunesse togolaise qui ne pense qu'à partir, notamment par le Loto Visa. Et nous avons décortiqué le projet de loi portant création et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé. La parole sera à vous dans un instant sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. 93.5 Canal FM. Eh bien, la parole est à présent à vous, la première en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est Rodrigue. Rodrigue. Depuis Agwakwashiga. Nous vous écoutons, Rodrigue. Je salue tout le plateau. Nous vous saluons aussi. Avec tout le respect que je dois sur ce plateau, vraiment aujourd'hui, ça fut un débat vraiment exceptionnel, explicite, vraiment très clair. Merci. Pour dire quoi, tout simplement? Vous savez, je voudrais juste poser une question à tout le plateau. Est-ce que nos opposants, ceux qui se disent nos opposants, avant d'aller à ces élections communales, est-ce qu'ils se sont vraiment accouplés ou bien se sont rendus compte de ce qui va advenir lorsqu'ils seront élus et conseil municipal ou bien maire? Première question. Secondo, je voudrais dire, au niveau de cette question, si le président Faure Gnassingbé va se présenter aux élections 2020, il n'y a même pas de débat. Parce que les députés nous l'ont déjà dit. Et ceux qui nous disent qu'on les a pas lus, qu'on les a nommés, je dis c'est faux. Ils étaient là-bas, ils ont fait quoi? Rien du tout. Désolé. Merci Rodrigue. Donc Thierry Afankwe, il voulait savoir si les opposants savaient ce qu'ils allaient chercher dans la course. Vous savez, dans nos différents débats, nous avons pour habitude de dire que le parti au pouvoir ne cède sur un terrain si il n'a pas de pression, non seulement de pression, s'il ne sait pas que, et s'il n'est pas certain de le récupérer ailleurs. Tout simplement pour dire que si sous pression le gouvernement a organisé les élections communales, c'est parce que ils avaient déjà l'antidote pour
avoir la même mise. C'est pour cela qu'ils ont organisé les élections. Comme on le disait tantôt au micro, ceux qui ne sont pas maires dans les 13 communes du district autonome je crois qu'ils sont les plus heureux, les plus nantis aujourd'hui. Le maire d'une commune de Vaud ou de Zion aura plus de prérogatives que celui de Lomé ici. Voilà. Oui, merci. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Adjovi. Oui. Vous êtes en direct. Ok. Et en voyant toutes ces lois-là, vous ne voyez pas que notre gouvernement n'a pas bonne foi. Et de deux, c'est plutôt d'un rire bleu de pleurer. Ça me fait pitié des fois que notre gouvernement s'en fout, modifie des lois ou font des lois qui ne nous honorent pas. Mais maintenant, les maires, que veut-il qu'ils fassent pour leur élection là? Est-ce encore c'est utile ou bien inutile? Bon début de week-end à vous. Merci. Nous aurions bien aimé avoir un maire de la commune de Lomé pour avoir sa réaction à chaud sur ce projet de loi. Mais nous prenons déjà le troisième auditeur. Bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui, bonjour à vous aussi. Oui, c'est Sylvain Angbayi. Sylvain Angbayi, nous vous écoutons. Oui, monsieur Sass. Oui. Voyant le schéma qui se dessine là, moi je dis qu'il faut faire des rencontres de coulisses pour amener le pouvoir à passer la main pour 2020. Parce que voyant le schéma qui se dessine, mais à côté de Lionel Messi, on a un Cristiano Ronaldo. Fort peut jouer les deux rôles et prendre la décision finale. Mais il peut jouer dans deux équipes différentes en même temps? Ah, mais oui. Ça s'est passé au Congo ici. Il y a des ministres qui ont nargué les Congolais, mais à la fin, c'est Kabila qui a pris la décision finale. Mm-hmm. Donc, c'est là, bon, moi je pense qu'avec tout ce qui se décide là, c'est toujours la même chose. Hein. Merci Sylvain Angbayi. Le suivant déjà, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. C'est Papa Sibiti. Oui, depuis Djolé. J'ai trois trucs. Vous savez, Sass. Oui. Eh bien, depuis qu'ils ont divisé les choses, le met un quoi là, moi j'ai eu dit, c'est fini. Comment on peut reconnaître le vrai maire? C'est ça qui arrive aujourd'hui. Deuxièmement, vous avez parlé de l'agriculture. Il faut que l'État donne des moyens aux jeunes. Parce que l'aventure, ça, vous êtes allé en Europe, ce n'est pas prometteur. Les gens vont mourir. C'est parce que l'État ne fait rien pour eux, nos jeunes, nos enfants diplômés, que bon, l'État n'a qu'à revenir. Le président de la République, comme j'ai l'habitude de dire, c'est à lui de frapper dur. Troisièmement, les maires, quand vous arrivez à Paris, Montreuil, à son maire, la mairie de Montreuil, à son maire, c'est trop fracassé ici, c'est trop disloqué. Combien Lomé là? 13. Merci beaucoup. Si vous prenez vos dispositions, le gouvernement n'a qu'à prendre des dispositions pour mettre tous les gens à l'aise. L'extérieur, l'Europe, ce n'est pas l'Eldorado de Voltaire. Merci. Je vous en prie, juste rappeler que Papa Sibiti a été candidat aux élections municipales. Je ne sais pas s'il a été élu. Allô? Merci au suivant, bonjour. Oui, monsieur Sass, c'est Rodrigue qui revient, s'il vous plaît. Oui, bon retour. Oui, merci. Juste pour dire quoi, s'il vous plaît, et je dis toujours quoi, le peuple congolais est tellement fatigué. Et je remercie votre interlocuteur tout à l'heure qui vient de me répondre. J'ai été satisfait de sa réponse. Mais seulement quoi? Que nos opposants sachent que quoi? Mais vous contestez. On n'a pas d'opposition. Nous avons juste des contestataires. Vous contestez. Vous voulez poser quoi? Ils ne proposent rien. Ils sont là pour l'heure de guerre, parce que quoi? Il faut toujours être là. Aujourd'hui, il y a des élections 2020 qui arrivent. On dit élection unique. Élection quoi? Il y a candidature unique. Mais Rodrigue, si le gouvernement vient de dépouiller les maires nouvellement élus, est-ce la faute aux opposants? Monsieur Sass, vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. C'est nos opposants eux-mêmes qui donnent la force à ce gouvernement
de faire ce qu'ils ont à faire aujourd'hui. Merci, bonne émission. Je vous en prie. Déjà, un autre auditeur dans la file d'attente. Bonjour. Bonjour. Oui. Je vous souhaite très bonne émission. Merci. Et souhaitez-moi aussi bonne prière. Bonne prière à vous aussi quand vous irez à la mosquée. Merci. C'est notre ami Ali. Oui. Ce que j'ai à vous dire, l'autre auditeur qui a dit que notre champion déjà passé, je le remercie beaucoup. Non, le match n'a pas encore eu lieu. Hein? Ali est parti. Juste rappeler que le match dans lequel Lionel Messi va jouer, le match n'a pas encore eu lieu. Déjà, le suivant, bonjour. Bonjour, Saf. Oui. Richard, depuis Copenhague. Richard. Oui, depuis Danemark. Depuis Copenhague, oui. J'aimerais demander, on a l'impression qu'au Togo, la politique, peut-être, c'est comme une religion, comme catholique, ou d'autres religions. La politique, c'est un jeu de vie. C'est un jeu de vie. Le plus malin gagne. C'est comme ça la politique. On a l'impression que nos politiciens, ils vont juste parce qu'ils veulent aller. Mais vous avez quoi comme projet pour votre commune? Ça ne peut pas s'arrêter qu'un marché, construire un marché. Il y a beaucoup de choses à faire. S'il vous plaît. Mais seulement que, Richard, les maires ne sont pas encore installés pour qu'on voit ce qu'ils feraient ou ne feraient pas. C'est tout comme à la présidentielle, on demanderait à un opposant ou bien à un candidat présidentiel, mais quand tu viendrais au pouvoir, qu'est-ce que tu ferais? C'est quoi ton premier décret? Personne ne peut répondre à cette question. Qu'est-ce que vous allez faire pour votre population? Le premier décret que vous allez faire quand vous serez au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a personne qui répond. C'est ça le mal de Togolais. Merci Richard. Mais j'ai l'impression qu'on en veut plutôt aux opposants pour ce qu'ils n'ont pas fait ou ce qu'ils ont fait de mal, alors que c'est le gouvernement quand même qui a pris l'acte portant création du district autonome du Grand Lomé. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, M. Sass. Oui. C'est Djibril, à Dogomé. Oui. Et effectivement, l'émission, je suis ça chaque jour. C'est ma première fois qu'on m'appelle. Bon, aujourd'hui, j'ai eu chance. Merci. Toujours, je vous salue le plateau. Effectivement, depuis 35 ans en allant, toujours l'opposition, on sait que l'opposition a toujours fait des erreurs. Vous qui êtes au pouvoir, faites bien pour qu'on ne vous conteste pas. C'est ça? Mais jusqu'à maintenant, les maires, pourquoi vous avez besoin de prendre des décrets sur les maires? C'est pas possible. Nous, les jeunes, jusqu'à maintenant, spécialement moi, je suis en train de me préparer. Pour faire quoi? Pour sortir du pays. Et aller où? Mais ça alors, moi j'ai déjà mon passeport. C'est ça? Ils sont là spécialement pour eux. Ils n'ont qu'à voir les jeunes aussi. Et comment l'institution a dit à notre président, c'est pas possible, on ne peut pas dans le pays ne pas marcher pour contester. C'est possible dans le pays. Mais ils sont là jusqu'à maintenant en contournant. Nous les jeunes, on va faire quoi? Moi j'ai déjà à peine 30 ans. Jusqu'à quand? Merci beaucoup, je salue le plateau. Je vous en prie, mais ne versons pas dans le pessimisme. Le soleil brillera toujours à l'horizon. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui. Salut, je voudrais participer à votre émission, s'il vous plaît. Vous êtes en direct. Je peux aller? Allez-y. Moi, hein? Allez-y, nous vous écoutons. Ah bon, j'avais fait une formation à Bakwasi en temps le gouvernement, au temps de Yadema là. Oui. On nous a formés, on était techniciens d'agriculture, on nous disait qu'on va nous octroyer 5 hectares titrés avec un titre foncier et nous ne serons uniquement que des exploitants togolais. Oui. Maintenant, jusqu'à présent, en ce temps, l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Damad Damani, était préfet d'Aparon. Et maintenant, on parle de l'agriculture, il ne peut pas aller fouiller qu'ils ont formé des gens auparavant.
Merci. Je vous en prie. Voilà quelqu'un qui est formé dans l'agriculture et qui continue à attendre. Déjà un auditeur en ligne. Eh bien... Oui, juste placer un mot, je crois. C'est ce qu'on disait. Il est formé. Faudrait pas forcément qu'il attende qu'il soit employé par l'État. Il pourra se verser dans l'entrepreneuriat agricole. Aujourd'hui, il y a des projets, le PNPR, qui finance des entrepreneurs agricoles. Il y a aussi le mécanisme MIFA qui facilite l'accès au crédit. Merci. Donc, il y a des opportunités à saisir. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est Papa qui le dit, oui. SAS. Oui. Est-ce que le gouvernement, ils écoutent? Ils n'ont qu'à créer comme les attachés de presse là pour écouter et leur dire ce que le peuple, ce dont le peuple parle. Hein? Si le peuple est à l'aise, SAS, là où tu es là, l'opposition du président de la République, on a beau dire, on ne m'a pas acheté où? Le candidat du LIR, c'est fort, président fort. Le candidat de l'opposition, fort aujourd'hui, c'est, comment il s'appelle, Jean-Pierre Fabre. Ne nous trompons pas, hein, que le pays, les ministres, le président reviennent en arrière pour s'occuper des gens. Ça, si on te donne 2 millions aujourd'hui là, même si le président fait 1000 ans là-bas, tu t'en foutras. C'est pas évident, Papa Sibiti, mais n'allons pas trop vite en besogne. N'allons pas trop vite en besogne. Restons sur les questions inscrites à la page aujourd'hui. Le suivant déjà, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Sass. Oui. C'est Daniel. Daniel. Acivito. Acivito, oui. Oui, je suis spécialiste en décentralisation aussi. Ah. Et l'analyse que je fais, c'est que à chaque fois, les décisions gouvernementales, le justificatif n'est pas donné. Les décisions gouvernementales comme les modifications de loi. Lorsqu'on est passé d'un mandat de 5 à 6 ans, quel est le problème qu'on a voulu régler? Lorsque spécialement pour le district autonome de Lomé, à la différence de toutes les autres communes, il faut un second niveau de conseil, avec de surcroît des gens nommés, alors que la décentralisation se définit comme un transfert de compétences à des conseils élus. Quel est le problème qu'on veut encore régler? Lorsqu'on ne donne pas, quelle est la raison d'une décision? Ça laisse les gens spéculer sur toutes les raisons possibles. Et je trouve que ce n'est pas une procédure sage. Merci beaucoup. Je vous en prie, Daniel. Bonne journée, bon week-end à vous. 93.5. Canal FM. Eh bien, nous sommes au terme de cette émission qui clôture même la semaine. Chers confrères, vous avez écouté les amis auditrices et auditeurs intervenus sur les sujets qui les ont intéressés les uns les autres. Vous avez chacun 1 minute pour ramasser les interventions des auditeurs et vous terminez par votre carton. Jean Legrand Polorini. Oui, ça, je voudrais que si les autorités sont à l'écoute de cette émission et de tous ceux qui sont intervenus, faut qu'ils prennent la mesure de la chose et de comprendre, parce que en réalité, on dirige pour les autres. La pensée du jour avait dit, vous l'avez dit au début, d'être une bénédiction pour les autres. Oui, et votre vie ne deviendra meilleure qu'en rendant celle des autres meilleure. Voilà, votre vie ne deviendra meilleure qu'en rendant celle des autres meilleure. Si vous êtes élevé en dignité, en autorité, c'est pour rendre la vie des autres meilleure. Et une fois que vous écoutez que ceux vers qui vous êtes censé rendre la vie meilleure ne sont pas d'accord avec vous, ne sont pas dans la même droite ligne que vous, il faut se poser des questions et se remettre en cause afin de recadrer le tir. Merci. Et je voudrais dire également aux jeunes qu'aujourd'hui, il est temps de ne pas suivre le politique. Depuis plusieurs années, il y a eu plusieurs manifestations. Les opposants sont non en prison et ce sont les jeunes qui sont en prison. Que les gens comprennent et tirent des leçons
Aujourd'hui, que chacun prêche pour sa propre chapelle, au lieu de penser qu'un politicien sera celui qui va le faire sortir de la misère. Aucun politicien ne vous fera sortir de la misère. C'est votre effort qui vous fera sortir. Merci. Votre carton de fin de semaine? Je n'ai pas de carton, mais j'envoie un coucou à toutes ces personnes qui souffrent d'inondations avec les pluies que nous avons récemment. Et un coucou spécial à toutes les forces de l'ordre, à ces policiers qui sont dans les feux rouges et qui veillent sur nous. Thierry Afankoué? Oui. 60 secondes. Je crois que c'est clair maintenant. Des voix s'élèvent pour demander à ces maires-là, en tout cas de l'opposition, au niveau de Lomé, de démissionner. Je me demande s'ils vont le faire parce que ils n'auront pratiquement rien à faire. Surtout que ils n'auront jamais l'aval du tout-puissant gouverneur. Qu'on ne connaît pas encore. Qui sera nommé. Et à qui on ne peut pas encore faire cette intention. On se connaît. On se connaît. Qui sera nommé très bientôt. Donc, la balle est dans leur camp. C'est à eux de voir. Mais ça serait aussi quelque part peut-être une trahison par rapport à ceux qui ont porté leur voix sur eux. C'est à eux d'en juger. Alors, un carton rouge à ceux qui menacent de mort notre confrère Dimas Dikodo, qui est le directeur de publication du quotidien Forum de la Semaine. Merci. Marc Aboflan? Vous savez, cette décision de diriger Lomé en district autonome, on voit beaucoup, en tout cas l'analyse, l'opposition et cette tenant, on a l'impression que le pouvoir dépouille les maires d'opposition de prérogatives. Mais j'ai l'impression que ce sont des militants d'UNIR qui sont ceux qui vont le plus souffrir de ce dépouillement-là. Parce qu'il y a des maires importants d'UNIR qui ont également un certain nombre de communes. Il y a des gens d'UNIR que moi j'ai vu se battre sur le terrain, qui ont des charges dans le parti, qui aujourd'hui sont maires, mais qui malheureusement vont être chapeautés aussi par ce gouverneur-là nommé. Peut-être qui pourrait devenir le gouverneur du Grand Lomé. Qui sait, il plaise à Dieu que ce soit ces personnes-là. Mais je pense que le chef de l'État a une responsabilité dans la nomination de cette personne, que ce soit une personne intègre et une personne altruiste qui puisse véritablement travailler à rendre à Lomé ses lettres de noblesse. Je voudrais, pour mon carton de fin de semaine, envoyer un carton rougissant. Vous savez, dans notre société, il y a un phénomène qui se développe de plus en plus. Il y a un certain nombre de personnes qui arnaquent de pauvres citoyens, prétextant leur relation avec un certain nombre d'autorités, un certain nombre de personnalités, que ce soit ministres ou même des fois, ils impliquent le chef de l'État, des ministres, des directeurs généraux, des officiers d'armée dans leurs arnaques pour arnaquer des citoyens paisibles. Je voudrais donner un carton rouge à tout ce beau monde-là. Il faut qu'ils soient conscients que il n'y a pas de justice pour certains et de justice pour d'autres. Au Togo, tout le monde sera jugé comme il faut dans notre pays. Notre vie ne deviendra meilleure que lorsque nous rendrons la vie des autres meilleure. C'est ce que Will Smith nous dit et que nous partageons entre nous-mêmes. Sur ce, nous nous souhaitons à nous tous et à nous toutes un bon week-end. Et nous nous retrouvons le lundi prochain, ce sera le 14 octobre à 11h. Si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. Raison de plus encore une fois de continuer à célébrer la vie.